tu es thérapeute du cœur des hommes et c'est une merveilleuse occasion pour parler du couple. Puis en lançant mes chaussures et ma veste, et puis en m'affalant sur le canapé avec une bière et un paquet de chips, c'est quoi le On est besoin très dans d'arriver? les clichés. Ah, mais à fond. C'est toujours dans les extrêmes qu'on comprend le mieux les situations. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. Et aujourd'hui, je reçois Patrick Bonfils. Bonjour Patrick. Bonjour Julita, ravi d'être invité sur ton podcast. Je me réjouis d'aborder le sujet dont on a discuté. Je suis vraiment heureuse parce que souvent j'invite des femmes, comme c'est le podcast pour les femmes, et là, tu es thérapeute du cœur des hommes. Et c'est une merveilleuse occasion pour parler du couple Tout à et fait. en plus avoir le côté, le ressenti et l'expertise masculine. Donc, je me réjouis vraiment de faire cet échange dans ce podcast. Comment tu te présentes? Comment tu compléterais la description de ton activité? Je dirais que je suis effectivement thérapeute du cœur des hommes, parce que je trouve que c'est important que les hommes aient aussi un espace d'expression, d'exploration, d'éducation, peut-être aussi. Certains n'ont pas forcément toutes les codes et toutes les bonnes manières de penser. On est très encadré par la société, par le qu'en dira-t-on, etc. Et dans la relation à proprement parler, ça marche pas forcément. Donc, je trouvais important que les hommes aient un espace aussi pour explorer un peu ça et ouvrir un peu des perspectives. L'intitulé que j'ai trouvé, thérapeute du cœur des hommes, même si concrètement j'ai aussi des clientèles, j'ai aussi des femmes. Dans les Ah oui, discussions que donc c'est j'ai pas aussi des femmes. exclusif. Et tout. Non, du tout, du tout, du tout. C'est plus orienté vers les hommes. La communication se fait vers les hommes. Typiquement, les accords de phrases masculin, féminin, etc. Tout ça, je pars du principe que je suis un homme, donc je parle pour les hommes. Mais après, ça n'empêche pas que j'ai d'excellents échanges avec des femmes aussi et que en termes de clientèle, c'est aussi j'ai tout autant de plaisir avec les femmes qu'avec les hommes et j'ai tout autant de résultats aussi. Donc c'est vraiment c'est plus une vitrine pour attirer un peu les hommes, mais les femmes sont tout à fait les bienvenues aussi si elles veulent justement se confronter et dépasser un peu ce côté homme qu'on pourrait aussi simplement dire thérapeute du cœur masculin. Et du coup, certaines femmes peuvent aussi se sentir concernées par ça, quoi. Donc, sachant qu'on a tous un peu de masculin et de féminin. Est-ce que ce titre, qui pour moi implique les relations entre hommes et femmes, indique bien que le cœur de ton accompagnement est la relation de couple? Non. Alors, j'ai rien compris. C'est pas que t'as rien compris, c'est que le cœur des hommes, il ne vit pas que dans la relation. Le Mhm, cœur des hommes, c'est pas dans la relation qu'il a le plus besoin de soins. Puisque dans une relation, en principe, on reçoit de l'amour. Moi, mon travail, c'est d'amener de l'amour tout le temps dans le cœur des hommes, ceux qui me suivent, ceux qui sont dans mes clients. Et du coup, l'essentiel, on va dire, de mon activité, c'est plutôt chez les hommes en solo, soit qui viennent de subir une rupture, mhm, subir ou d'activer une rupture, mais qui sont dans cette phase-là, ou alors les hommes qui ont de la peine à rencontrer des femmes ou des hommes, hein, c'est pas nécessairement que un accompagnement hétérosexuel mhm, non plus, hein. Et du coup, l'idée pour moi, c'est de faire comprendre aux hommes qu'est-ce qui fait qu'ils sont malheureux dans ces périodes justement où ils sont malheureux. Après, là aussi, j'ai des clientes qui sont en couple et qui cherchent juste à faire plutôt un travail de fond. Je dirais que c'est deux, deux types de clients différents que j'ai. Il y a ceux qui veulent faire un accompagnement plutôt d'urgence, genre la situation d'accord. fait que j'ai besoin de me faire accompagner. Justement, des ruptures ou des célibats qui durent, j'entends des fois des 4 5 ans sans relation et tout. Donc là, voilà, on va travailler un peu sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que ça coince, quelles sont les croyances, quelles sont les défenses, qu'est-ce qui me manque dans dans, dans mon énergie, dans mon émotionnel, dans mon aura pour attirer attirer l'amour et attirer une relation. Et il y a des personnes qui viennent plutôt pour un travail de fond,
Savoir que on commence maintenant ou dans 3 mois, ça change pas grand-chose. C'est plutôt pour soigner un peu des blessures qu'on a eues dans l'enfance ou des choses qu'on a, des schémas qui sont un peu répétitifs dans les relations qu'on a, mais sans qu'il y ait particulièrement une urgence à le commencer maintenant ou dans 3 mois. C'est plutôt du développement personnel, on va dire. Et l'autre côté plutôt urgent, c'est plus du soin à proprement parler. Donc D'accord. voilà, c'est un peu, il y a un peu ces deux phases-là. Donc ça peut être du couple, mais ça peut aussi être des célibataires, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Mais chez moi, en tout cas, on prend soin de son cœur. Mais merci pour ces précisions. Dans ce podcast, j'ai envie de te proposer un échange sur quatre termes que tu évoques dans ton profil Instagram. Et je Mhm. profite pour dire qu'on peut te retrouver sur Instagram et sur ton compte, tu fais des partages très intéressants et très inspirants. Merci. Ces quatre termes, c'est conscience, soin, compréhension et autonomie. Mhm. Et j'aimerais qu'on décline ces termes de trois manières différentes, qu'on parle d'abord de soi, comment ça s'applique à moi, Mhm. comment ça s'applique à l'autre dans l'idée que je suis en couple, et comment ça s'applique au couple. Tu vas peut-être nous préciser que le couple, c'est une entité à part. Le Exactement. couple, c'est quelque chose qui a sa propre euh, identité. Et donc, commençons, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, si tu veux bien. Si on parlait de la conscience, où Mhm. est-ce que, pour les hommes, se situe la conscience de soi, toujours dans la relation avec une femme? Alors, je dirais que globalement, évidemment, on est obligé quand on fait ce genre de réponse de faire un peu des généralités, hein, tout le monde ne va pas Mhm, forcément s'y retrouver, mais globalement, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que les femmes font plus de développement personnel que les hommes depuis plus longtemps. Elles sont plus enclines à travailler sur elles que les hommes. Et du coup, je dirais que la conscience de l'homme est relativement à ses débuts, à sa naissance, on va dire, dans le terme dans l'optique d'une relation. Euh, qui je suis? Quelles sont mes émotions, quelles sont les mhm, blessures que je ressens, qu'est-ce qui est OK pour moi dans une relation, qu'est-ce qui est pas OK que ma partenaire fasse, qu'est-ce que, de quelle manière j'ai envie qu'on me traite, de quelle mhm, manière j'ai envie qu'on me parle. Est-ce que je dois être en couple pour être heureux? Est-ce que je dois être heureux pour être en couple? Est-ce que c'est l'autre je dois communiquer mes besoins pour que l'autre les satisfasse? Si c'est moi qui dois les satisfaire, pourquoi je dois les communiquer à l'autre? Etc., etc. Donc on est plus à la phase des questions, des mhm. questionnements, des balbutiements pour ceux qui ont commencé leur développement personnel à ce niveau-là. Donc en termes de conscience chez les hommes, je dirais qu'on est un peu, je ne vais pas dire les prémices non plus, mais on est au début de l'histoire seulement. On est au début de l'histoire parce que c'est pas clair pour tout le monde à quoi ça sert une relation, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y apporte, qu'est-ce qu'on y reçoit et de quelle Oui, manière ça nous impacte surtout. oui. Merci pour toutes ces questions et j'invite pour tous ceux qui nous écoutent de réécouter les questions que tu viens de proposer parce qu'elles sont extrêmement intéressantes. Et je dirais que c'est pareil pour les femmes, que c'est extrêmement important, surtout si on est sur une répétition de vie de couple, rupture, de Mhm, se poser ces questions mhm, sans être en couple, sans être amoureux. mhm, Parce que quand on débute une relation, on a envie de faire plaisir, on a envie de recevoir le plaisir et on a envie de se perdre dans l'autre, mhm, ce qui, à ses débuts, est assez compréhensible, naturel, plaisant, tout ce qu'on veut. Par contre, c'est dangereux à long terme. Et toutes les questions que tu viens de poser, si on a répondu à ces questions avant, à un moment donné, on va revenir à notre état naturel mhm, et d'avoir cette feuille de route mhm, nous permet de mettre ce qu'on appelle des red flags, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, mhm, ça c'est pas comme ça, et soit mhm, les communiquer, soit de prendre des décisions pour les respecter. mhm. Tout à fait. Qu'est-ce qui serait pour toi la conscience de l'autre? Comment on perçoit l'autre quand on envisage une vie de couple ou quand on la vit?
et il y a des grains de sable qui s'installent, quelle est notre conscience de l'autre? Je dirais que c'est justement ces deux questions que tu as posées. Qu'est-ce qu'on veut dans une vie de couple et qu'est-ce qu'on vit dans une vie de couple? Ces deux Hmm, questions qui sont justement dont les réponses font que ça se passe pas toujours comme prévu. Qu'est-ce que je veux dans une vie de couple? On va parler des qualités de l'autre, ouais, de mes qualités. Le problème, c'est que c'est très facile d'être amoureux de quelqu'un qui est jovial, qui est très sociable, qui est généreux, qui est toujours enclin à faire du sport, qui est toujours motivé, etc. Ça, c'est ce qu'on veut. ouais, Quand il veut s'engager, qui parle de lui, qui est communicatif, etc. Le problème, c'est que des fois, ce qu'on vit, c'est quelqu'un qui est bordélique, c'est quelqu'un qui est radin, c'est quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un ouais, qui est flemmard, c'est quelqu'un qui n'aime pas cuisiner, c'est quelqu'un qui est un peu antisocial, qui aime pas beaucoup parler de lui ou des choses comme ça. Et c'est ouais, justement cette confrontation entre ce que je veux et ce que je vis. En l'occurrence, ce que je veux, c'est des qualités. Et encore une fois, c'est facile de vivre avec des qualités, donc c'est pas là-dessus qu'on met l'accent. On ouais, va plutôt mettre l'accent quand on parle de notre relation en général sur quand on ressent le besoin de parler de notre relation, c'est plutôt pour parler des problèmes. ouais, c'est Donc vrai, on va plutôt parler justement des ce qu'on appelle politiquement correct des incompatibilités d'humeur en fait. ouais, Donc, la différence entre ce qu'on veut et ce qu'on vit, bah, c'est justement la différence entre les qualités et les défauts de l'autre. Et je pense que comme tu disais au début, on veut toujours se montrer joli, se montrer bien, recevoir du plaisir, faire plaisir à l'autre, etc. Je pense que c'est plutôt une mauvaise chose, entre guillemets, dans les approches de relations de couple qui démarrent enfin, ou qu'elles démarrent, mais spécialement sur les sites de rencontres où on va se vendre et se survendre au maximum, ouais, où on va se présenter à la première rencontre tout maquillé, avec nos meilleurs habits, etc., etc. Et du coup, le pire est à venir, en fait. ouais. Alors que moi, un temps, j'hésitais, quand j'étais encore sur les applications de rencontre, j'avais envie de me faire un profil avec tous mes défauts. Dire, je suis ceci, Et je tu ne suis l'as pas cela. fait? Non, finalement, je me suis longtemps posé la question, puis je voulais mettre, je sais pas, tout un pavé avec tous les défauts que moi, je me vois. Parce que c'est Ouais. pas forcément des défauts qui sont universels. Peut-être que moi, je vois ça comme des défauts, alors que d'autres personnes pourraient trouver que c'est des qualités, ou que ça n'a pas d'impact ni positif ni négatif. Mais je voulais faire un truc comme ça, puis mettre à la fin une petite phrase qui dit, si tu es encore là, je te promets, le reste, c'est à peu près que du bonus. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu donnes peut-être l'idée à d'autres qui sont Qui sur sait? Qui sait? Parce qu'encore une des fois, œuvres. tomber amoureux des qualités de l'autre, c'est facile. Mais rester amoureux malgré les défauts de l'autre, c'est là où la relation démarre. Donc, Hmm, je dirais que si on veut un plan cul, un plan pour passer l'été au chaud, des choses comme ça, parler de ses qualités, c'est très bien. Si on est plutôt dans l'optique d'une relation sérieuse qui dure et engagée, bah autant se montrer comme on est. Ça fera une sélection naturelle. Et puis on verra bien qui reste une fois qu'on a parlé de ses défauts. Et puis là, ok, une fois que les défauts y sortent, donc voilà, il y a quelque chose de plus long terme, j'ai envie de dire. Une fois qu'on est en couple, comment on a conscience de couple? Est-ce que je me perds là-dedans et maintenant il n'y a que ça ou il faudrait toujours garder son identité et surtout ne pas tomber dans un chemin de couple fusionnel? Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend déjà de la vie qu'on veut avoir aujourd'hui et aussi de la vie qu'on veut avoir le jour où il y aura une séparation. D'accord. Donc tu envisagerais la séparation dès le début. Je veux pas envisager la séparation. C'est comme un tatouage, on se met pas en couple en se disant ça va bientôt se terminer. Mais c'est un peu de l'inconscience aussi de se dire ça va durer toute la vie et puis tout ce que je fais maintenant, ça doit être fait dans l'optique de mon couple et de ma retraite avec cette personne. J'existe moi avant d'exister dans ma relation. Et est-ce que ça va aider le couple ou au contraire ça va le rendre un peu fragile, bancal? Moi, je pense que c'est vraiment, on est vraiment sur une question de conscience. Je pense pas que mettre de la conscience, ça va fragiliser le couple. Hmm. Parce que si on met de la conscience sur le fait que ça peut se terminer, on doit aussi mettre de la conscience sur ça ne va pas nécessairement se terminer. Ouais. Ça peut se terminer, mais c'est pas que ça doit se terminer. Hmm. Je suis fou amoureux de ma copine, ça fait bientôt un an qu'on est ensemble. Moi, encore hier soir, on a été manger au restaurant ensemble. Je lui ai dit, mais moi, je me vois clairement
dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, je me vois avec toi. Oui, Mais c'est pas pour autant que c'est mon seul objectif dans ma vie. C'est pas pour autant que je n'ai pas conscience que ça peut se terminer dans 1 heure ou 2. J'entends, tout peut se passer. ouais, je comprends. Tout peut se passer. Donc, ne pas occulter le fait que ça peut se terminer sans non plus tout baser sur le fait que ça va se terminer. Parce que c'est juste une probabilité, c'est pas une certitude. Je comprends. Maintenant, je vais te donner l'expérience différente. Donc, moi, je suis en couple marié depuis 20 ans. Mhm, Et cette conscience du couple, que c'est un espace-temps finalement qu'on passe ensemble et que on est ensemble pour d'autres choses parce qu'on a 2 enfants, parce qu'on a une vie de famille, mais la conscience de soi, que chacun a ses propres besoins, ses propres passions, ses propres objectifs, nous mhm. aide beaucoup à rester épanouis, chacun pour soi et Bien sûr, chacun pour l'autre. bien sûr. Et je dirais qu'effectivement, ça m'a un peu surprise parce que je ne me suis jamais imaginée, je ne me suis jamais projetée, je vais me développer ou me épanouir parce que si jamais ça se termine, il faut que je survive. Mais toujours dans l'optique, je vais m'épanouir parce que je vais être une meilleure partenaire si je suis heureuse Mhm. et que pour vivre toute une vie avec quelqu'un d'autre, il faut aussi apporter de la fraîcheur intellectuelle et émotionnelle euh, et que mes passions vont juste faire de moi une meilleure personne. Et je pense que c'est vraiment important que les gens aient conscience de ça, c'est que j'aime bien parler des couleurs. En principe, c'est assez parlant. Si Madame Bleu se met avec Monsieur Rouge, s'ils fusionnent complètement, ils vont devenir Monsieur et Madame Violet. Oui, Elle, ça lui convient plus tout à fait parce qu'elle est bleue, et puis lui, ça lui convient plus tout à fait parce qu'il est plus rouge non plus. Et en même temps, s'il y en a un qui fusionne avec l'autre, que Monsieur Rouge devient Monsieur Bleu, bah, qu'est-ce qu'il lui reste à apporter à Madame Bleu? Du bleu, elle en a déjà. Au bout d'un moment, rester Monsieur Rouge pour rester dans cette attraction que l'autre a pu ressentir pour nous, rester dans cette complémentarité de la relation. Tu amènes du bleu, moi j'amène du rouge, et ensemble, 1 + 1 = 3, on forme une troisième entité qui, elle, sera violette. Mais si moi je deviens violet aussi, ben la relation, elle sera plus vraiment celle qu'elle était au départ. ouais, Donc je suis vraiment partisan, et je suis ravi que finalement tu aies répondu à la question avant que je le fasse, mais je suis vraiment partisan de rester chacun à votre place. ouais. Parce que c'est Et en même depuis votre place que vous avez séduit l'autre. Et si vous commencez à aller à la place de l'autre pour faciliter les trajets, faciliter l'intégration, pour ci, pour ça, bah, au final, il n'y a plus grand intérêt puisque vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez alors que la rencontre a eu lieu. Donc, pour moi, la meilleure solution, c'est de rester, entre guillemets, chacun à sa place, tout en ayant du temps et de l'énergie et de l'argent et de l'espace à investir dans la relation. Parce que ouais, cette troisième entité qu'on forme, étant le nous, elle doit vivre aussi. Et du coup, il faut la nourrir. ouais. Et je dirais que c'est autant plus important que au fur et à mesure qu'on vit avec la personne, si c'est vraiment plusieurs années, naturellement, Madame Rouge et Monsieur Bleu vont créer des petites lisières violettes. C'est-à-dire qu'ils vont s'influencer, et puis Mhm. l'un va influencer l'autre, et puis il y a cette partie de nous qui va se transformer à l'image de l'autre par le mimétisme, par épouser un peu le même langage. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, c'est autant plus important qu'on garde une partie de nous vraiment à notre propre identité. Selon moi, oui. Selon moi, c'est vraiment important. Et même garder des amis, des activités qu'on ne partage pas avec l'autre. Partir une fois de temps en temps en vacances, ne serait-ce qu'un week-end tout seul, sans l'autre. Garder et nourrir ses propres hobbies, ses propres centres d'intérêt, sans oublier, encore une fois, de nourrir ceux du couple. L'idée, c'est pas de faire bande à part et chacun pour soi. Mais Bien sûr. que moi, je reste qui je suis, bah, c'est ça qui a plu à ma copine quand on s'est rencontrés. Oui, Et si moi je deviens exactement comme elle, que je vais habiter chez elle et puis que je fais tout comme elle et tout, bah inconsciemment, je vais petit à petit tuer la relation parce qu'il n'y a plus vraiment d'échange, il n'y a plus vraiment de partage. Et elle m'aura tellement influencé que finalement je serai comme elle et que le miroir va devenir peut-être insupportable pour elle. bien Donc sûr.
moi, je dois rester à ma place, elle doit rester à sa place, et on fait chacun un petit bout de chemin vers l'autre quand on veut se rencontrer, quand on veut passer du temps ensemble, quand on veut faire une activité. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Moi, j'aime faire du ping-pong, elle aime faire du tennis. Bah, quand on est ensemble, on va faire du squash. Vous voyez, il y a un côté un peu, on fait chacun un pas vers l'autre, on fait plus exactement ce qu'on voulait, ou alors on fait ce qu'on veut si l'autre partage ça aussi, puis nous, une fois de temps en temps, on va faire ce que l'autre il veut. Enfin, Ouais, c'est assez délicat à faire, mais oublier complètement qui on est et ce qu'on aime pour devenir uniquement la personne qui est en couple, déjà, on va pas se retrouver nous-mêmes et on va, à mon sens, nécessairement perdre l'attraction de l'autre. Sans parler des conséquences au moment où la rupture arriverait. Bah, si j'étais Monsieur Bleu puis que je suis devenu Monsieur Violet, au moment où il y a rupture, mais c'est pas mon lieu de vie, c'est pas mes amis, c'est pas mes hobbies, ouais. c'est pas mes restaurants préférés, c'est Et pas. c'est même pas moi. Mais c'est ça. Ce que je suis est défini par ce que je fais. Donc, si ce que je fais, ça change complètement pendant que je suis dans la relation, au moment où je quitte la relation, bah, je reste celui qui était en couple. Sauf que je ne suis plus en couple. Ouais, Du tout coup, à je suis fait, perdu moi-même. Et du coup, ça rend la rupture bien plus compliquée. bien sûr. Tout naturellement, on va passer au deuxième terme qui est prendre soin. Alors, c'est un terme qui est très présent chez les femmes. Nous avons assez naturellement l'âme de sauveuse. On veut Mhm, prendre soin de quelqu'un. Très souvent, on le fait sans demander est-ce que l'autre a vraiment besoin, sans valider. On mhm, va prendre soin de lui, on va mhm. tout faire pour l'autre. Et chez les hommes, ça existe aussi, non? Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est la même maladresse. On essaie de sauver l'autre alors même qu'il ne nous a pas demandé de l'aide. Hmm, Un des outils extrêmement importants dans une relation, quand il y en a un qui parle de ses problèmes, la première réponse à donner, c'est est-ce que tu veux du confort ou une solution? Est-ce que tu parles pour vider ton sac, entre guillemets, et que tu as juste besoin que je t'écoute, ou est-ce que tu veux me parler dans l'optique que je t'aide à trouver une solution? ouais. Parce que si, ce qui est souvent le cas, on cherche juste à être entendu et à pouvoir se décharger, et que l'autre vient avec une solution, mais on se sent encore plus incompris. Mais c'est très naturel, hein. Bien sûr que c'est très naturel. De Mais donner une solution. J'étais surprise une fois avec ma fille. Elle avait à l'époque, je crois, 13 ans. Et elle se plaignait. Et donc moi, en maman sauveuse que j'étais, je lui ai apporté des différentes solutions en me disant, si tu veux, ouais, te fais ça, si tu veux, je t'aide à faire ça, si tu veux, on peut trouver ça et ça et ça. Et elle m'a répondu, mais laisse-moi avec mes problèmes, j'ai envie de me plaindre. exactement. C'est exactement la même chose dans un couple. Et Des j'avais envie fois, de lui remercier en disant, mais merci de me dire ça, parce que pour moi, il était important de te apporter une solution là où tu avais juste besoin d'être écouté. c'est ça. Quel est le besoin derrière la communication? Si je rentre en claquant la porte, en disant que j'ai passé une journée de merde, et puis en lançant mes chaussures et ma veste, et puis en m'affalant sur le canapé avec une bière et un paquet de chips, c'est quoi le On est besoin très dans derrière? les clichés, mais Ah, allons-y. mais à fond, moi j'adore. C'est toujours dans les extrêmes qu'on comprend le mieux les situations qui se jouent. C'est Donc, ça. mais les exemples que je donne, les clichés sont Et toujours qu'est-ce extrêmement qu'on peut parlants. comprendre par ce comportement qui est très cliché, mais je suis sûre qu'avec un peu de modération, on le trouvera chez beaucoup. Bien sûr. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ben, il y a autant de significations que de pratiquants, j'ai envie de dire. Ouais. Il y en a qui vont dire qu'ils sont fatigués. Il y en a qui vont dire qu'ils ont besoin d'attention. Ils ont besoin que quelqu'un s'occupe de ranger leurs chaussures et leurs vestes. Il y en a qui vont juste avoir besoin de se plaindre. Il y en a qui ont envie d'avoir une parenthèse de silence et puis seul avec eux et puis surtout fais-moi pas chier. Ça peut manifester quatre ou cinq besoins différents. Est-ce que ce besoin, il est conscient? Parce que en tant que coach, j'ai envie de dire, mais demander la personne comment puis-je t'aider, mais est-ce que Mhm. la personne va savoir me répondre? Alors là, on en revient On au classique de la revient au confiance. point de la conscience, ouais. Peut-être oui, peut-être non, ça dépend chez les gens. Ouais. Mais je dirais qu'il faut toujours poser la question. Parce que si la personne le sait, elle va peut-être le dire. Mais elle peut aussi le savoir et ne pas oser le dire. Ou peut-être ça peut l'inciter à comprendre. Elle peut aussi ne pas le savoir et se dire, ouais, putain, c'est vrai. C'est quoi que je ressens? C'est quoi mon besoin là? Manifestement, vu mon comportement, là, je suis dans un moment où je vais pas bien. Que ce moment dure un quart d'heure ou une semaine et demie, peu importe. Mais là, tout de suite, je suis dans un truc où ça va pas. De quoi j'ai besoin
que j'essaye d'acquérir à travers ce comportement, je balance tout et puis je vais m'affaler dans le canapé. C'est quoi le Hmm. besoin? C'est quoi le truc qui me ferait du bien? Est-ce que j'ai besoin de silence? Est-ce que j'ai besoin de me plaindre? Est-ce que j'ai besoin de soutien? Est-ce que j'ai besoin d'un câlin? Est-ce que j'ai besoin d'aller faire la sieste? Est-ce que j'ai besoin d'aller me mettre une mine avec mes potes pour penser à autre chose? Ou c'est quoi le besoin derrière? Qu'est-ce qui me ferait du bien à ce moment-là? Et si vous posez la question et que l'autre personne ne sait pas, bah, ça peut juste l'inciter à se poser la question et donc à engendrer plus de conscience en elle-même. Ça peut être dans l'autre sens, hein, une femme qui rentre et Ah, complètement, c'est totalement qui non-genré. balance ses chaussures, Complètement, qui s'enferme dans la salle de bain ou qui complètement. fonce dans la cuisine. Ou canapé, chips et bière, On est très dans les clichés, mais c'est pour faire comprendre. Et j'ai envie juste d'ajouter à ça que si jamais on communique pas là-dessus, personne ne pose la question, personne ne répond, qu'est-ce que ça signifie, comment je peux t'aider, si on n'a pas ce dialogue-là, au fur et à mesure, il y a des suppositions des deux côtés qui se créent et qui sont Mhm. parfois irréversibles. Ouais. Parce que si ça dure pendant plusieurs mois, la personne qui rentre et qui manifeste visiblement un mal-être que personne n'est venu chercher, Mhm. il va se dire tout le monde s'en fout de moi Mhm. dans cet environnement. Et la personne qui le subit, parce qu'on subit, c'est assez violent comme Mhm. attitude, et personne qui l'a subi va aussi avoir son lot de frustration qui va se transformer en ras-le-bol et peut-être rupture. Bien sûr. Madame rentre, elle fait ça, c'est dans le but d'obtenir du silence et d'être tranquille. Elle va considérer que quand monsieur fait ça, c'est pour obtenir du silence et être tranquille. Donc Hmm. elle va lui donner ça. Le problème, c'est que monsieur, il a peut-être juste besoin d'un câlin et de se sentir entendu et écouté, et puis de retrouver un peu d'amour, de tendresse, etc. Oui, Sauf que madame, elle pense bien faire en offrant du silence et du calme. bien sûr. Lui, il a l'impression que son attitude va plutôt jeter un froid. Du coup, l'autre étant un peu froide, il va pas oser demander ce qu'il veut. Et puis au bout de 10 ans, il va dire, mais en fait, tu me comprends pas, tu m'as jamais compris. C'est ça. Parce qu'elle a fait ses actions sur la base d'une supposition. Et lui supposait un truc aussi que quand je fais comme ça jette un froid, donc j'ose rien demander derrière. Et du coup, il va gérer ses actions en fonction de la supposition qu'il a fait. Bien sûr. Je dirais que prendre soin de l'autre, ça suppose qu'on a la conscience de soi et la conscience que l'autre, c'est pas moi, et qui peut avoir d'autres besoins que je dois vérifier, je Mhm, dois valider avec l'autre. Et prendre soin de l'autre, c'est de répondre à son besoin et ne pas se jeter sur l'autre et lui apporter mon lot de solutions que je mhm. pense les meilleures. Prendre soin de l'autre, selon moi, c'est plutôt lui laisser l'espace pour exprimer ses besoins et dans quelle mesure est-ce que je peux l'aider à les satisfaire. Mais je ne suis pas Oui. responsable des besoins de l'autre. Bien sûr. Précision très précieuse. Voilà. C'est pas à moi de satisfaire les besoins de l'autre. Prendre soin de l'autre, c'est pas c'est pas assumer moi ses responsabilités. Ça, c'est pas prendre soin. Ça, c'est sauver. Oui. Et du coup, déresponsabiliser et donc infantiliser l'autre. Oui, merci pour la précision parce que c'était évident pour moi, mais peut-être Mm. pas si évident finalement. On est rentré assez naturellement sur le champ de compréhension. Ce que tu disais, de laisser son ego et son propre système de valeurs peut-être en veille au moment où on écoute l'autre. Mhm. Je dis bien en veille, de ne pas les oublier, mais de se Mhm. dire, OK, là, c'est l'espace où j'écoute l'autre. Donc, je vais Mhm. vraiment essayer de comprendre ce qu'il me dit, Mhm. tout en gardant mon unicité, mes valeurs auxquelles je reviendrai Mhm. si échange s'engage. Tout à fait. Je dirais que l'ego, au sens strict du terme, ne doit jamais être mis en veille. L'ego, à la base, à l'origine, c'est un instinct de survie. Si je sais qu'aller jouer au billes, c'est le meilleur endroit, c'est pas l'autoroute pour faire ça, c'est de l'ego. C'est une part de moi qui fait en sorte de perpétuer ma présence dans ce corps et sur cette terre. C'est le fait de ne pas se mettre en danger. C'est l'instinct de survie qu'on appelle l'ego. Après, en psychologie, on a découvert que ça sert aussi à se préserver d'avoir tort. Ça sert à se préserver d'activer une blessure en soi. Donc, l'ego, de base, c'est juste de l'instinct de survie et il doit jamais être mis en veille. L'ego, au sens contemporain du terme, j'ai envie de dire, c'est devenu un truc qui nous protège de tout et n'importe quoi, alors même qu'il n'y a pas de réel danger. Ça, ça doit être
non pas mis en veille, mais tué. Parce que partir dans mon ego quand on me dit que j'ai tort, et que je dis non, 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 j'ai raison, bah c'est juste parce que notre ego veut pas qu'on entende qu'on a tort. Oui, Alors qu'en réalité, il n'y a pas de réel danger à avoir tort. C'est juste que oui, voilà, ben, je me suis trompé, c'est pas grave, ça arrive. oui. Là, on active notre peur d'être rejeté Ouais, bien quand sûr, bien on sûr. valide quelque chose avec quoi fondamentalement on n'est pas d'accord. Bien Souvent, on sûr. le fait par le besoin d'être validé, par d'être accepté, Mhm, par peur de rejet, de l'abandon. Mais si on revenait sur la compréhension, mhm, quand je suis en interaction avec l'autre, que ce soit verbal ou non verbal, pour mhm. revenir à des manifestations non verbales, comment tu définirais la compréhension ou quels seraient les conseils que tu donnerais pour avoir la meilleure compréhension de l'autre et de soi? Ça dépend à quel stade de la relation. Je dirais que toi, t'as dit quoi, 20 ans de mariage? Oui, Quand tu vois certaines attitudes de ton mari, tu comprends ce qu'il est en train de vivre, tu comprends ce qu'il veut, tu comprends ce qu'il sous-entend, tu comprends ce dont il a besoin. Pas forcément à chaque fois, mais il y a une certaine habitude quand même, il y a une certaine grille de lecture qui fait que, hormis son évolution, globalement, tu le comprends. Et c'est réciproque. Quand on est au début d'une relation, quand on est sur les 2, 3, 4 premières années, bah, les attitudes, elles veulent pas forcément dire tout le temps la même chose. Et du coup, le meilleur moyen d'être sûr de comprendre l'autre, double-checker, comme on dit, qu'est-ce que je comprends de ce qu'elle est en train de faire? Lui dire, je comprends ça, est-ce que c'est juste ou pas? oui, Si je rentre une fois et puis qu'elle est en train de mettre son maillot de bain dans une valise, bah, peut-être que c'est parce qu'elle se prépare à aller à la piscine. Mais peut-être que c'est parce qu'elle se prépare à me quitter et puis qu'elle est au stade où elle met son maillot de bain dans la valise. Donc le message peut être complètement différent aussi des deux manières. oui, Faire des suppositions, c'est normal. On en fait tous. oui, Mais il faut pas prendre de décision, notamment quant à notre comportement, sur la base de ces suppositions. Vérifiez avec l'autre que la supposition, elle est juste. Et franchement, vous serez étonné de voir à quel point, à quelle fréquence vous avez tort. oui. Et moi, je te parlerai d'une anecdote visant à comprendre une phrase qui disait mon mari, une expression, et que pendant Mhm, 10 ans, je comprenais à tort. Quand je lui demandais de est-ce qu'il veut faire une chose, mhm. souvent il me répondait 5 minutes. Donc c'est assez banal, hein, tu veux dîner? 5 minutes. Donc moi, en femme organisée et dans mes tâches, je regardais ma montre 5 minutes, ok. J'ai compris 10 ans plus tard que pour lui, 5 minutes, ça voulait dire non. Pourquoi 5 minutes, ça veut dire C'était non? aussi une expression. Et comme il n'avait pas envie de me dire non, parce que socialement, peut-être dans son éducation, ça se disait pas, il préférait me dire, oh, dans 5 minutes, pas tout de suite. Ok. Et Et toi, tu pensais que ça aujourd'hui, voulait dire on peut manger, mais en 5 minutes, parce que j'ai non, pas dans beaucoup de 5 temps. minutes, mais moi j'étais dans mes 5 minutes, il est Ok, ouais. 18h, 18h30, 18h35, c'est bon, on peut manger. Et Ok. aujourd'hui, je sais que quand il me dit dans 5 minutes, ça veut dire qu'il n'a pas envie, qu'il ne le veut pas. Et on en rigole, parce qu'aujourd'hui, il le sait que je sais, et notre communication, elle est beaucoup plus fluide. Mais C'est c'est ça. un exemple de, Exactement. comme tu dis, de faire le double check parce que parfois, on a des peurs qui sont parfois irrationnelles, Mhm, mais qu'on tire de nos relations avec nos parents, de notre éducation ou de nos propres peurs intrinsèques. mhm, Et on n'ose pas dire des choses où on a une formulation qui nous paraît claire. Une simple phrase, donc si je comprends bien, tu veux dire ça. mhm. Ça peut être réglé en 30 secondes et si on ne C'est ça. prend pas ce temps-là, ça peut durer 10 ans. C'est ça. Mais c'est la même chose finalement que quand quelqu'un vient, il se plaint, puis on lui dit tu veux du confort ou de la solution. Oui, C'est juste la même chose. exactement. Vérifier, c'est quoi l'intention derrière, c'est quoi le message que tu passes avec ces mots, avec cette attitude, avec cette manière de parler, d'être, de te comporter là tout de suite. C'est quoi le message derrière, c'est quoi le besoin derrière. Et c'est un des principes de base de la communication non violente, justement, c'est de Oui, parler en termes de besoin. Encore une fois, plutôt que de rentrer, de balancer ses affaires et puis d'aller se cacher dans le canapé avec une bière et un paquet de chips, on va dire j'ai besoin de repos oui. ou j'ai besoin de soutien sans forcément faire tous ces trucs-là pour, entre guillemets, attirer l'attention ou quoi, parler ouvertement de ses besoins, mais ça implique, un, de les connaître, et deux, d'être avec quelqu'un qui peut les entendre aussi. On va arriver sur le dernier terme que j'aime beaucoup, c'est Mhm. l'autonomie.
On a Mhm. beaucoup dit déjà sur l'autonomie de chacun dans le couple. Est-ce que être autonome dans un couple, c'est frôler peut-être l'indifférence ou l'égoïsme? L'égoïsme, oui, et c'est tant mieux. L'indifférence, si on est avec la mauvaise personne, oui, ça peut aussi. Mais finalement, ce sera qu'un indicateur, justement, qu'on est avec la mauvaise personne. En fait, ces quatre termes, je les ai mis sur la description de mon profil sur Instagram, Patrick Bonfils thérapeute, parce que pour moi, c'est le chemin qu'on doit faire quand on veut se soigner. Oui. Il faut prendre conscience, il faut se soigner, Mhm. comprendre comment on fonctionne Oui. pour arriver ensuite à l'autonomie. Autonomie par opposition à se comporter selon ce que l'on subit de nos blessures. Les blessures étant soignées, les D'accord. comportements qui découlent des blessures sont soignés, donc on devient autonome pour gérer notre vie comme on le souhaite. Donc, ça peut mener à l'indifférence de l'autre, mais Oui. l'idée, c'est pas d'arriver à l'indifférence. L'idée, c'est d'être autonome dans ses besoins affectifs, par exemple. Est-ce que cette autonomie nous permet de laisser l'autonomie à l'autre aussi? Ah bah idéalement, oui. À qui on n'a jamais dit qu'il était dans une relation toxique quand voulait le droit de sortir avec ses potes, mais qu'il interdisait à sa copine de sortir avec ses potes. Mon autonomie n'a de sens, n'est valable que si l'autre, elle est autonome aussi. Mais est-ce Après, que ça ne crée moi, je suis pas avec... un couple où chacun vit de son côté? Ça fait un couple où chacun reste dans sa position, puis quand ils se retrouvent, ils sont plus authentiques. Ils sont plus authentiquement eux-mêmes pour amener de leurs compétences. Si Monsieur Bleu, il va cultiver son bleu avec ses potes, et puis que Madame Rouge, elle va cultiver son rouge avec d'autres choses, bah, quand ils se retrouvent, leur couleur à chacun, elle est plus authentique et leur violet, il est plus joli. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ont besoin beaucoup plus de fusion? Mais encore une fois, ça ramène juste à si rupture il y a, elle sera juste plus compliquée. Elle sera juste plus compliquée parce qu'on on a perdu. Moi, ça m'est arrivé dans le passé, je passais mes week-ends entiers avec ma copine. Mhm. J'avais complètement délaissé ma vie sociale pour intégrer sa vie sociale à elle. Le jour où on s'est séparés, waouh, samedi, dimanche, c'est super long quand même, hein. Quand je suis tout seul à devoir décider qu'est-ce que je veux faire, on va au café, ah bah non, je suis tout seul. On va à la déchetterie, bah non, je vais pas aller à la déchetterie chaque semaine. Puis du coup, je fais quoi? Je fais quoi de mon samedi matin? Je fais quoi du samedi après-midi? Je fais quoi le dimanche? On va au cinéma? Bah non, je suis tout seul. On va voir tes parents? Bah non, il n'y a plus de lien non plus, vu que c'était tes parents à toi et j'ai plus affaire là-bas, quoi. Donc j'étais complètement perdu comme ça et ça prend plusieurs semaines me réapproprier l'espace de mon week-end, en fait. Parce qu'avant, c'était qu'est-ce qu'on fait, chérie? Et puis voilà, ok, moi ça me va, donc on fait ça. Et je viens avec toi, puis on fait ça. Patrick, il est en couple. Patrick, il fait des trucs de Et couple le week-end. aujourd'hui, tes week-ends sont différents? Largement. Déjà parce que ma copine, elle a des enfants, et puis du coup, un week-end sur deux, on se voit beaucoup, on va dire. Et puis un week-end sur deux, on se voit beaucoup moins, même si on se voit quand même quand il y a les enfants. Mais j'entends, moi, j'ai un week-end sur deux où je suis à peu près tout seul. Si un jour on se sépare, j'ai pas de problème à réoccuper mes week-ends, puisque je l'ai quand même fait une fois sur deux jusqu'à là, quoi. Moi, j'entends ce que tu dis. Il y a un certain risque pour moi, hein. C'est que si je m'engage pas, si je ne passe pas le temps avec l'autre par peur que si on se sépare, je serai perdue, il y a une certaine distance pas naturelle qui se crée. Il y a un certain manque d'engagement que, Pourquoi elle n'est pas naturelle? parce que si tu l'as fait, c'est que tu avais envie Mhm. avec tes relations précédentes. Et c'est quelque chose, j'imagine, te faisait plaisir. C'est peut-être la personne qui n'était pas compatible et que la relation n'était pas durable. Mais est-ce que ça veut dire que dans l'autre relation, qui est différente, tu as besoin de garder cette distance qui te empêche quelque part d'avoir pleinement la connexion à la personne? Pas du tout. Ça veut juste dire que j'ai évolué entre les deux relations. J'ai fait l'expérience de la fusion dans cette première relation, on va dire, et j'ai vu à quel point j'étais détruit et démoli et totalement incapable de quoi que ce soit quand on s'est séparés. C'est pas que je garde mes distances, c'est que ça nous convient tout à fait. Autant à elle qu'à moi. Et elle a du temps libre et moi j'ai du temps libre et c'est très important pour nous. Et c'est justement la connexion à l'autre, elle vient d'où? Elle vient de la qualité de la connexion que j'ai avec moi. Si Tout à moi je fait. reste dans mes activités, à voir mes potes, à faire mon sport, à occuper mes loisirs comme je veux, etc., bah moi, j'ai une super bonne connexion à moi, à mes besoins, à mes ressentis, qui sont donc entendus et nourris. Et j'ai pas à m'inquiéter quand je vais écouter et nourrir les besoins de ma partenaire, que les miens soient délaissés.
Puisque moi, évidemment, les miens, ils ont été nourris dans les moments où j'étais tout seul. tout Donc ça, la connexion à l'autre, elle est bien meilleure si j'ai une bonne connexion à moi. tout ça sous condition que l'autre, il se sent épanoui et satisfait dans cette relation. Parce que si Évidemment, l'autre attend que tu sois là plus souvent, mais toi, tu décides de passer le temps avec tes potes en sport et en faisant autre chose, on rentre dans un déséquilibre. Mais évidemment. je vais donner un autre exemple de l'importance d'autonomie pour dire que c'est pas forcément en prévision d'une rupture. C'est que mon mari, il est actuellement d'ailleurs en mutation professionnelle, qui dure 15 mois. Et Mhm, donc, on a dû prendre cette décision que lui, il part et moi, je reste avec les enfants, plus pour les besoins logistiques, pratiques de la vie. Et dans ces cas-là, il fallait qu'on fasse appel, chacun de notre côté, à notre autonomie. mhm, C'est-à-dire que je devais me rappeler que je suis parfaitement autonome dans la vie quotidienne à long terme et que mhm, lui aussi, mhm, il est autonome. Dans l'histoire, on s'est rendu compte que finalement, on a des champs de vie où on compte l'un sur l'autre et qu'il faut trouver des solutions. mhm, Aussi bien affectif que très pratique. Je sais pas, mon jardin, il est en friche depuis que il est en déplacement. C'est comme ça, il faut trouver des solutions pour entretenir le jardin, mais il y a aussi les besoins affectifs mhm, que je dois gérer mhm, et ça me permet de rester indépendante mhm, émotionnellement. mhm. Indépendante ne veut pas dire indifférente. Ah, bien sûr que non. Mais du coup, je vais rebondir sur la question que tu m'as posée tout à l'heure. Est-ce que tu te sens mieux en connexion avec lui maintenant qu'il est entre guillemets loin, dans les moments où vous vous retrouvez, ou est-ce que tu te sentais plus en connexion avec lui quand vous habitiez ensemble et que vous vous couchez tous les soirs dans le même lit? La réponse est pas évidente parce que je ressens des deux. C'est-à-dire que, évidemment, le moment des retrouvailles est très qualitatif. Mhm, On a plein de choses à se dire, on a plein de choses à se raconter, même si on communique régulièrement, évidemment. mhm, Et maintenant, je remarque aussi qu'il y a un côté que je découvre un peu parce que il a dû se construire et le risque c'est que je n'aime pas ce côté ou mhm, que lui il n'aime pas mon côté indépendance. Donc il y a toujours un risque de qu'est-ce qu'on va retrouver après. mhm. D'où ce que je disais au départ, de se présenter selon ses petits travers et non pas selon ses qualités. On est plus loin parce qu'on n'est plus au bout de 20 ans de mariage, on se connaît Oui, assez c'est sûr, bien. c'est sûr. Et je trouvais que c'était une belle occasion de reprendre un peu notre autonomie Mhm, émotionnelle à chacun mhm, et faire le point un petit peu de ce qui nous fait vibrer encore mhm, 40 ans, mhm, 45 ans. Mais après les retrouvailles, il faut réajuster les choses. mhm. Il Bien y a sûr. toujours un risque que finalement, il y a un truc qui grince entre les deux. Donc la communication, encore une fois, est très importante. Mhm. Mais est-ce que le risque n'existe pas si vous habitez ensemble? Si, Donc bien finalement, le sûr. risque, il est là. C'est pas la distance qui crée le risque. Oui, oui, mais je parlais plus de la distance dans l'engagement quand tu me parlais de... Ok. Un peu comme si je fais pas des choses à fond parce que si jamais ça marche pas, je me dirais que c'est pas grave. Mais finalement, Ah si je vais non. pas à fond, c'est le garantie que ça ne marchera pas. Quand je parlais de rester autonome et indépendant, ça voulait, encore une fois, je l'ai bien précisé et du coup, je le redis encore. Il faut investir la relation. La relation est un être vivant. Il a une date de naissance, il a une période de croissance, il a une période d'autonomie, d'indépendance, et il aura une mort, soit par une séparation, soit par la mort d'un des deux partenaires. Mais Ouais. il y aura une mort à cette relation. Donc c'est quelque chose de vivant. À partir de là, il faut le nourrir, il faut l'occuper, il faut l'investir, il faut être créatif, il faut de l'intelligence, il faut de l'émotion, il faut... C'est un être humain, la relation. J'aime Moi, bien je suis un ta... être humain, elle est un être humain, et quand on est ensemble, on crée un autre être humain. C'est clair que si, quand je dis il faut être autonome et indépendant, vous entendez, il faut surtout pas investir la relation, mais non, c'est pas une relation que vous avez à ce moment-là.
C'est un plan Ouais, cul. Bien sûr qu'il faut investir la relation. Bien sûr qu'il faut faire des projets. Et pas, ouais, mais je le fais qu'à moitié au cas où ça marche pas. Non, c'est ça qui, comme tu as dit, c'est ça qui va faire que ça marche pas. ouais, Il faut faire comme si ça marchait, en oui. gardant en conscience qu'il y a une petite chance qu'au fait, ça marche pas. Et encore une fois, ça peut ne pas marcher parce que l'un ou l'autre décide de partir. Ça peut aussi ne pas marcher parce que tout d'un coup, il y en a un des deux qui passe sous un bus. On est à l'abri de rien. Même si l'autre y veut, même si moi je veux, la volonté n'est pas suffisante à faire un couple qui dure. Finalement, c'est comme tu dis, si on prend le couple comme un être humain, la seule chose sûre dans l'existence d'un être humain, c'est qu'il va mourir. Mais bien sûr. Et du coup, selon moi, c'est une posture totalement immature de se dire on se met ensemble et j'exclus totalement la possibilité que ça se termine un jour. Qu'est-ce qui fait que le décès d'un enfant est plus difficile à gérer que le décès d'un vieillard qui a 95 ans? Parce qu'on n'envisage pas son décès. Bah, c'est ça. Parce que logiquement, il devrait nous survivre. Exactement. On s'y attendait pas, c'était pas prévu comme ça. Et même quand il y a des maladies, un enfant qui a le cancer et qui décède. Je t'avais dit que je donnais des exemples qui étaient un peu trash, hein, mais un enfant même s'il a le cancer et qu'on le sait plusieurs mois avant qu'il va décéder, ça reste beaucoup plus difficile si on perd son père, par exemple, qui a 95 ans, qui a deux doigts de la mort depuis 3 ans, et puis que finalement, dans certaines mesures, avec une certaine distance émotionnelle, le décès de cette personne peut peut-être même être un soulagement. On n'a plus à s'en occuper, on n'a plus la culpabilité de ne pas aller le voir dans son EHPAD, on n'a plus à se soucier de se rappeler de sa date d'anniversaire, puisque de toute façon, il l'a oublié aussi. Enfin, toutes des choses comme ça peut aller même jusqu'au soulagement, parce que c'est prévu, c'est dans l'ordre des choses. Donc, croire qu'une relation va s'arrêter, c'est juste une question de bon sens, selon moi. Savoir qu'elle peut malgré tout survivre, c'est naturel et c'est nécessaire aussi. Encore une fois, l'idée, c'est pas de si on s'investit, parce que sinon, c'est la même chose. Toi, tu vas mourir un jour, Julita. Moi, je vais mourir un jour. Ça veut dire quoi? Que ça vaut pas la peine de faire mon développement personnel. Ça vaut pas la peine de le Mhm. faire à fond parce que de toute façon, je vais mourir un jour. Ouais. Ça n'a aucun sens. Donc, faire des projets à moitié dans sa relation, c'est le même non-sens. Il faut s'investir à fond dans sa relation. S'investir à fond dans sa relation ne veut pas dire qu'on doit s'oublier soi individuellement. Parce que c'est moi individuellement qui nourrit mon côté de la relation. Je pense qu'on a fait le tour de notre investissement dans le couple. Mhm. Je te remercie parce que l'échange était vraiment très riche. On Avec a grand vu plaisir. un beau panoplie de tout ce que tu peux apporter Mhm. à des personnes qui ont besoin de soigner son cœur. On a Ouais, compris que ce soit masculin ou féminin, en on peut solo s'adresser ou à en double. toi. Tout On à peut te fait. trouver sur Instagram. Exactement, c'est le meilleur moyen de me contacter, de me retrouver. Il y a toutes les références nécessaires. Patrick Bonfils, thérapeute, Le sur lien sera Instagram. dans la description. Vous pouvez juste descendre et aller voir le compte Instagram de Patrick. Est-ce que tu as un mot de la fin? Faites ce qui est juste pour vous. Ça peut faire peur, ça peut éloigner des gens autour de vous, ça peut changer les personnes qui sont autour de vous. Mais si vous faites ce qui est juste pour vous, vous vous retrouverez dans un environnement qui est juste pour vous. Si certaines personnes en partent, c'est que c'était plus les personnes qui étaient justes pour vous. Et au contraire, ça va attirer des personnes qui vont l'être. Donc, même si ça peut faire peur, même si ça peut créer des ruptures, même si ça peut changer de travail, de lieu de vie, de tout, faites ce qui est juste pour vous et faites-vous confiance. Votre instinct sait faire, il demande juste à être écouté. Merci beaucoup, Patrick. Avec grand plaisir, Julita. Merci à toi. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La clé de soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.